Alors, bonjour à tous et bienvenue au quatrième épisode de la série conversationnelle Par-delà la crête, présentée par la Fondation Vimy en partenariat avec l'Office national du film du Canada. This webinar is offered with simultaneous translation in English. To access it, click the globe icon at the bottom of your screen and select English. Je suis Yaman Awad, l'un des 16 participants du prix Vimy Beaverbrook 2017, qui m'a permis, par l'intermédiaire d'un pèlerinage de 2 semaines en Angleterre, Belgique et France, de réfléchir sur l'impact qu'a eu chacune des 2 guerres mondiales sur le Canada, ainsi que sur l'importance d'en préserver le souvenir. C'est un honneur pour moi d'animer le webinaire d'aujourd'hui, qui porte sur l'impact de la loi sur les mesures de guerre, une loi passée par le Parlement du Canada pour conférer au gouvernement certains pouvoirs en temps de guerre. On a la chance d'avoir avec nous Mélanie Morin-Pelletier, historienne en guerre et société au Musée canadien de la guerre, qui nous parlera de comment la loi sur les mesures de guerre a été appliquée lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, ainsi que l'héritage qu'elle laisse aujourd'hui. Mélanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous d'être présent. Les 15 dernières minutes du webinaire seront dédiées à répondre à vos questions, qu'elles soient en français ou en anglais. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations grâce à la boîte de questions pour qu'on puisse approfondir certains sujets ou en aborder de nouveaux liés à la discussion. L'une des réalisations qui m'a marqué lors de ma participation au prix Vimy Beaverbrook est qu'aucune nation n'est entièrement innocente en temps de guerre, car chaque nation effectue des sacrifices dont les coûts humains sont dévastateurs, et ce qui les fait partie ou non des nations victorieuses. Bien sûr, le Canada n'en fait pas exception. Être du côté des vainqueurs permet simplement de mieux dissimuler un certain passé regrettable. J'inviterai donc Mélanie à en approfondir sur certaines actions prises par le Canada. Donc, Mélanie, pour commencer, pourquoi le Canada est-il convaincu que partir en guerre est la bonne chose à faire lors de chacune des 2 guerres mondiales? Donc, en 1914 comme en 1939, il y a une majorité de Canadiens qui appuient l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Par contre, la situation est quand même différente. En 1914, le Canada, c'est un dominion de l'Empire britannique. Donc, lorsque l'Empire entre en guerre, le Canada est automatiquement en guerre. Au départ, autant le premier ministre Robert Borden, son cabinet, que le parti de l'opposition dirigé par Wilfrid Laurier, une majorité de Canadiens appuient la mère patrie. Ils considèrent que le Canada doit mobiliser en fait toutes les ressources nécessaires pour mener ce qu'ils considèrent être une croisade contre le militarisme, contre le barbarisme, contre la tyrannie allemande. 20 ans plus tard, en 1939, le Canada il a acquis son indépendance dans le domaine des affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Donc, c'est de son plein gré qu'il va déclarer la guerre à l'Allemagne le 10 septembre 1939. Par contre, le gouvernement de Mackenzie King, lui, il se souvient des coûts élevés de la Première Guerre mondiale, autant en vie humaine qu'en ressources. Donc, ce n'est pas de façon très enthousiaste qui rentre... L'idée d'aller en guerre ne l'enthousiasme pas beaucoup. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'autre possibilité que d'envisager la possibilité de contribuer à cette guerre qui, cette fois, est présentée comme une guerre nécessaire pour vaincre Adolf Hitler et les nazis. Puis d'ailleurs, déjà au début septembre 1939, même avant l'entrée en guerre du Canada, le gouvernement canadien avait déjà mis en place des mesures qui, selon lui, étaient essentielles pour la défense du pays et pour l'ordre public. Et une de ces mesures qui va s'avérer extrêmement importante, extrêmement puissante, c'est la loi sur les mesures de guerre. Et dans quel but est-ce que cette loi-là a été adoptée?
Donc, la loi a été rédigée, mise en application pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Elle a reçu la sanction royale le 22 août 1914, donc presque 106 ans jour pour jour. Et pour moi, l'histoire de cette loi, c'est fascinant parce qu'on pourrait croire qu'une loi qui va avoir des conséquences aussi drastiques aurait été mûrement réfléchie, débattue. Mais il ne semble pas que ça ait été le cas. Vraiment dans le contexte de chaos puis d'urgence de 1914, il semble que la loi a été rédigée très rapidement. Les archives parlent d'une pleine nuit et d'une matinée. Cette rédaction a été faite en grande partie par un groupe de 5 hommes qui était mené par l'avocat néo-écossais William Francis O'Connor, qui était un conseiller du premier ministre Borden. Et un rapport révèle qu'O'Connor a demandé carte blanche pour la rédaction de cette loi-là. Et c'est pas mal ce qu'il a obtenu. Même qu'il aurait reçu la consigne d'un député de l'opposition de s'assurer de ne mettre aucun pouvoir dont le gouvernement pourrait avoir besoin. Donc, ça montre bien l'état d'esprit dans lequel cette loi a été adoptée. Puis, elle a d'ailleurs été adoptée sans opposition. La loi sur les mesures de guerre, elle va vraiment donner au gouvernement canadien de vastes pouvoirs pour mener la guerre, pour assurer la défense du territoire et l'ordre public. Elle permet de gouverner par décret. Elle permet d'imposer la censure. Elle permet de rendre des publications, des organisations illégales. Elle donne au gouvernement le pouvoir d'inscrire, de surveiller, d'interner, d'emprisonner des dizaines de milliers de résidents du Canada sans accusation ni procès. Donc, tout au long de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien a la capacité de brimer les libertés des individus au nom de la sécurité nationale. Vous avez parlé de censure. Pourquoi la censure est essentielle en temps de guerre? Quelles sont les opinions qu'on censure? Donc, si on prend l'exemple de la Première Guerre mondiale, on parle d'à peu près 250 publications qui sont censurées par la loi sur les mesures de guerre et qui sont bannies, en fait, complètement. Puis, c'est généralement des publications en langue étrangère. Mais vraiment, pendant les 2 guerres, toute publication qui critique les actions du gouvernement, tout propos qui pourrait nuire à la sécurité nationale est passible d'amende et d'emprisonnement. Même le courrier entre individus est censuré sous prétexte que toute information qui passerait aux mains de l'ennemi pourrait s'avérer dangereuse. Donc, la loi sur les mesures de guerre elle permet de contrôler l'information qui circule. Est-ce qu'elle permet de contrôler d'autres secteurs d'activité, comme par exemple l'économie canadienne? Absolument. La loi permet de contrôler, par exemple, le transport, le commerce, la fabrication industrielle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la loi est utilisée pour créer la Commission des prix et du commerce en temps de guerre. Puis à ce moment-là, le gouvernement de Mackenzie King prend le plein contrôle de l'économie. Les salaires des travailleurs peuvent être contrôlés, les coûts des logements, les prix de certains biens aussi. Le gouvernement fédéral va aussi utiliser la loi sur les mesures de guerre pour s'approprier des terres pour l'agriculture et pour d'autres raisons, notamment des terres qui appartiennent aux Premières Nations. En 1942, la loi sur les mesures de guerre est utilisée pour s'approprier le territoire de Stony Point en Ontario et pour créer un camp d'entraînement militaire. Et donc, ça mène à la relocalisation forcée des habitants, des familles de Stony Point. Dans les 2 guerres aussi, le gouvernement utilise la loi sur les mesures de guerre pour instaurer des mesures drastiques pour contrôler les résidents du pays qui
qui sont appelés des étrangers ennemis. Et qui exactement sont ces individus qui sont considérés des étrangers ennemis? En 1914, les étrangers ennemis, c'est les résidents du Canada qui sont originaires des pays en guerre contre l'Empire britannique. Donc, par exemple, des empires allemands, de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire ottoman, de la Bulgarie. C'est important de comprendre que durant les décennies qui ont précédé la guerre de 14, le Canada il a envoyé des représentants en Europe pour recruter des centaines de milliers d'immigrants de l'ensemble de l'Europe pour venir s'installer dans les prairies, pour venir travailler dans les industries en pleine croissance, comme par exemple les mines, l'acier, la construction des chemins de fer. Donc, en 1914, il y a plus de 400 000 résidents d'origine allemande au Canada et plus de 200 000 résidents originaires de l'Empire austro-hongrois et majoritairement de ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui. Donc, les journaux d'époque témoignent déjà de discrimination, de préjugés envers les immigrants qui existent bien avant la guerre, mais qui vont être amplifiés par le conflit. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens anglais et français qui se méfient des Canadiens originaires des pays en guerre contre l'Empire britannique. Et ce, peu importe depuis combien de temps ils sont établis au Canada, et même pour certains qui sont nés au Canada. Donc, pendant les deux guerres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça va être la loyauté des citoyens originaires de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie qui va être remise en question avec l'entrée de ces pays en guerre contre le Canada. Dans les deux cas, le sentiment anti-immigrant, les préjugés, l'hostilité publique, médiatique, ça va mettre tellement de pression sur le gouvernement que ça va avoir des conséquences extrêmement graves pour des milliers de résidents du Canada qui sont publiquement appelés des étrangers ennemis et qui sont présentés comme des espions potentiels, comme des dangers pour le pays, alors qu'en réalité, il y a vraiment très peu de preuves qu'il y avait des dangers réels. Donc, malgré le terme utilisé pour les désigner, ce n'étaient pas tout à fait des étrangers ni vraiment des ennemis. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, c'est quoi les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement canadien pour les contrôler? Donc, selon les chiffres du major général Sir William Utter, qui était l'officier en charge des opérations d'internement pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de 8 500 internés au Canada pendant la guerre. Et il y a plus de 7 700 d'entre eux qui sont des civils. Environ 1 700 sont d'origine allemande et plus de 5 500 sont des civils d'origine de l'Ukraine d'aujourd'hui. Ces personnes sont arrêtées sans mandat ni procès. Et en réalité, en majorité, ils sont victimes de discrimination parce que plusieurs sont renvoyés de leur emploi au début du conflit. Donc, ces hommes-là se retrouvent sans emploi, sans moyens, et là, on craint qu'ils deviennent une menace à la sécurité publique. Donc, la solution qui est proposée à ce moment-là ou qui est adoptée, c'est de les arrêter et de les interner dans plus de 24 camps d'internement à travers le Canada. En théorie, ce sont les hommes qui sont internés. Ce sont eux qui sont considérés comme des dangers potentiels. Mais dans 2 camps d'internement, ceux de Spirit Lake au Québec et de Vernon en Colombie-Britannique, il y a quand même des logements qui vont être aménagés pour héberger 81 femmes et un peu plus de 150 enfants qui vont
accompagner les pourvoyeurs de la famille, là. Pour les hommes dans les camps, les conditions de vie sont extrêmement difficiles à cause des protocoles internationaux sur les prisonniers de guerre et des préjugés de l'époque aussi. La majorité de ces internés vont être considérés comme des prisonniers de deuxième classe. Donc, ça permet au gouvernement de les déplacer là, aux confins du pays, de les soumettre à des travaux forcés, comme la construction de routes, des travaux de foresterie. Ils vont même contribuer à construire nos parcs nationaux d'aujourd'hui comme Banff et Jasper. Au total, il y a 107 de ces internés qui sont morts pendant leur captivité. Essentiellement des suites de maladies à cause des conditions de vie qui sont très difficiles. Mais il y en a aussi 6 qui sont morts en tentant de s'échapper de ces conditions. Et il y en a plusieurs autres qui ont été blessés là, aussi en tentant de s'évader. Pourtant, c'était clair qu'une majorité de ces hommes ne présentaient aucun risque pour la sécurité nationale. Et d'ailleurs, par 1916, presque tous les prisonniers sont libérés des camps. Ceci dit, ils n'étaient pas libres pour autant. À cause de la pénurie de main-d'œuvre pendant la Première Guerre mondiale et pour libérer plus d'hommes pour le service militaire, il y a beaucoup d'internés qui reçoivent une libération à condition d'aller travailler pour des employeurs dans le domaine de l'industrie de la guerre. Donc, des employeurs vont les prendre en charge jusqu'à un certain point. Ils vont les recruter, sont responsables d'eux. Et les internés doivent aussi signer une promesse d'obéissance et se rapporter régulièrement aux autorités locales. On voit donc que la plupart de ces résidents canadiens se sont fait traiter de façon injuste. Est-ce que c'est différent lors de la Deuxième Guerre mondiale? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le modèle des camps va être repris en partie, mais il y a quand même une volonté du gouvernement, même si la loi sur les mesures de guerre lui donne encore pratiquement carte blanche dans les mesures qu'il va adopter, il y a une volonté d'être plus sélectif dans l'internement de ceux qui sont encore catégorisés comme des étrangers ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Reste qu'en réalité, les quelques 850 Canadiens d'origine allemande qui sont internés, les 600 Canadiens d'origine italienne et les 800 Canadiens d'origine japonaise qui sont aussi internés dans des camps et qui sont à ce moment-là considérés comme potentiellement dangereux. Ces gens-là, encore une fois, ne sont reconnus d'aucun crime. Donc, pour procéder à leur arrestation pendant la Seconde Guerre mondiale, la GRC va établir des listes des Canadiens allemands qui sont, selon eux, considérés comme des sympathisants nazis. Pour les Canadiens italiens, on fait des listes de ceux qu'on considère comme des sympathisants fascistes. Mais dans bien des cas, ces listes sont construites à l'aide de délateurs au sein de la communauté qui sont même parfois payés pour présenter des noms, là. Et par 1943, c'est évident que la majorité de ces gens ne posent pas de problème à la sécurité nationale et ils sont presque tous libérés par 1943. Comme ce fut le cas pendant la Première Guerre mondiale, les préjugés, le racisme vont aussi encore jouer un rôle important dans l'application des mesures, particulièrement en ce qui concerne les Canadiens d'origine japonaise.
suivant l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, la loi sur les mesures de guerre va être invoquée pour ordonner à plus de 22 000 Canadiens d'origine japonaise, dont une majorité sont citoyens canadiens, sont ou même nés au pays. On va donc les obliger à déménager à un minimum de 160 km de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Donc, ces gens-là doivent abandonner leur demeure, abandonner leur commerce, leurs emplois. Leurs biens sont saisis, sont vendus pour payer leur relocalisation. Il y a certains des hommes qui vont être envoyés dans des camps de travaux forcés. Mais il y a aussi une majorité de familles qui sont réinstallées dans des camps improvisés. Et certains autres vont travailler sur les fermes de betteraves à sucre, par exemple, de l'Alberta, dans des conditions extrêmement difficiles. Même qu'à la fin de la guerre, le gouvernement offre 2 options aux Canadiens d'origine japonaise. Donc, soit ils s'installent à l'est des Rocheuses, ou soit ils sont déportés vers le Japon après le conflit. Et dans ce contexte-là, il y a environ 4 000 d'entre eux, dont la moitié qui sont nés au Canada, qui vont être déportés vers le Japon en 1946. Il va d'ailleurs falloir attendre jusqu'en 1949 avant que les Canadiens d'origine japonaise aient la permission de retourner sur la côte ouest. D'ailleurs, dans un extrait du film Minoru, Souvenir d'un exil de Michael Fukushima, qui a été produit par l'ONF, l'auteur explique les répercussions tragiques de cette situation pour son père, pour sa famille, qui ont été relocalisés de force pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été déportés vers le Japon après la guerre. Donc, le mauvais traitement s'est poursuivi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce qui concerne plus récemment... je vais vous présenter l'extrait dans une seconde. Oui, alors, OK. Si tout fonctionne. Voilà, donc, on va voir un extrait de Minoru. Absolument. Souvenir d'un exil. J'avais 13 ans lorsque la guerre a pris fin. Nous avions entendu dire que les Japonais étaient proscrits par Toronto, Calgary et par d'autres villes. Nous devions donc choisir entre partir pour le Japon ou travailler à l'Est, au Manitoba ou en Alberta, sur des fermes de betteraves, je crois. Rester à Vancouver était hors de question. Nous devions quitter la Colombie-Britannique. Tel était le choix. Donc, en effet, on peut voir que la communauté japonaise a subi plusieurs torts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et plus récemment, est-ce qu'il y a eu reconnaissance des torts qui ont été causés aux individus internés et relocalisés de force? Oui, et évidemment, on ne peut pas changer le passé, mais réparer les dommages qui ont été faits sur des générations. Mais oui, effectivement, il y a des campagnes qui se sont amorcées au Canada, surtout à partir des années 80, qui ont été menées souvent par les membres des communautés affectées par les opérations d'internement ou de relocalisation forcée, mais aussi par leurs descendants, par des supporters, pour demander reconnaissance des torts
et dans certains cas, pour demander réparation. Selon les communautés, les demandes varient. Des excuses officielles, des compensations monétaires, des monuments commémoratifs, des initiatives dans le domaine de l'éducation. Et ce qu'ils vont obtenir varie aussi. Par exemple, en 1988, le premier ministre canadien de l'époque, Brian Mulroney, a présenté officiellement des excuses à la communauté canadienne-japonaise. Il a reconnu les abus commis contre elle durant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi des dédommagements monétaires qui ont été offerts aux survivants. 20 ans plus tard, après des décennies de lutte, de négociations, il y a le Fonds canadien de reconnaissance de l'internement durant la Première Guerre mondiale qui a été créé et qui est destiné, dans ce cas-ci, à financer des projets commémoratifs, des projets éducatifs aussi, qui rappellent les premières opérations d'internement canadiennes de 1914 à 1920. Plus récemment, il y a aussi, en septembre 2018, la GRC qui a exprimé ses regrets à la communauté, à l'endroit des Canadiens italiens qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que la plupart de ces mouvements ont en commun un désir de reconnaissance publique des torts qui ont été subis pendant les guerres mondiales et de sensibilisation aussi de la population à ce qui est considéré comme des injustices qui ont été commises en temps de guerre. Il y a donc eu une certaine reconnaissance de la part du gouvernement canadien, mais il reste encore un peu de réparation à faire pour les torts causés. Bref, les conséquences de la loi sur les mesures de guerre sont une partie de l'histoire du Canada qui a été négligée pendant une certaine période de temps en raison de l'accent mis sur l'effort de guerre canadien à l'étranger plutôt que des enjeux domestiques. Un retour sur le sujet nous rappelle que les victimes de la Première et Deuxième Guerre mondiale incluent également des civils canadiens, victimes de leur propre gouvernement. Merci beaucoup, Mélanie Morin-Pelletier, pour votre expertise sur le sujet. Nous serions maintenant heureux de répondre à vos questions concernant la discussion, en français ou en anglais. Un encadré au bas de l'écran vous permettra de nous soumettre vos questions. Donc, on a une question de Roberta Ann Kapelovic qui demande Were German prisoners of war interned in Canada during either World War I or World War II? So, were German prisoners of war interned in Canada? Effectivement, pour la Première Guerre mondiale, on parle d'à peu près 800 prisonniers de guerre qui ont été internés, qui ont été donc emprisonnés au Canada. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, on parle de plus de 35 000. Donc, à ce moment-là, le gouvernement de Grande-Bretagne demande au Canada de faire des camps expressément pour les prisonniers de guerre allemands. Donc, il y a une bonne partie de ces 35 000 prisonniers ont été envoyés là, en grande partie par la Grande-Bretagne pour être logés au Canada pendant la guerre. OK, donc on a une autre question de Patricia. C'est en anglais, donc. What impact did the War Measures Act have on the German communities across Canada, particularly Ontario, where there was a long history of settlement? Donc, on a touché un petit peu aux quelques 1700 civils d'origine canadienne-allemande qui ont été internés pendant la Première Guerre mondiale au Canada.
En général, ils sont considérés comme des prisonniers de première classe. Donc, ils sont un petit mieux traités que les prisonniers de deuxième classe. Et souvent, on leur demande de travailler simplement pour prendre soin de leur propre nourriture et tout ça, mais ils sont généralement mieux traités que les prisonniers civils d'origine austro-hongroise qui, eux, sont envoyés dans des camps de travail. Mais j'aimerais quand même mentionner que l'impact de la classification d'étrangers ennemis, ça va au-delà des internés. Il y a des dizaines de milliers de Canadiens d'origine allemande qui ont dû s'inscrire auprès des autorités. Donc, ça, ils sont surveillés aussi, là. Donc, ça va plus loin que l'internement. Puis aussi, j'aimerais ajouter qu'il y a aussi, les communautés, les individus ont été victimes du sentiment anti-immigrant qui est amplifié pendant la Première Guerre mondiale aussi. Je vous donne des exemples. Il y a 3 professeurs d'origine allemande de l'Université de Toronto qui ont dû démissionner à cause de la pression populaire. Il y a des émeutes violentes à Victoria, à Winnipeg, à Montréal qui visent des entreprises, des magasins qui appartiennent à des Canadiens d'origine allemande. Un autre exemple, c'est à Fernie, en Colombie-Britannique. Il y a des travailleurs de mines qui font la grève parce qu'ils refusent de travailler aux côtés des Canadiens d'origine allemande. Donc, ces gestes-là, bien entendu, ils ne seront pas oubliés de sitôt quand la guerre cesse et ça va avoir un impact sur des générations, là, sur les communautés pendant des générations. OK. On a une question de Geneviève qui demande « La loi sur les mesures de guerre existe-t-elle toujours? Si oui, dans quelle situation serait-elle appliquée? » En fait, la loi sur les mesures de guerre a été remplacée en 1988 par la loi sur les mesures d'urgence. Et la loi sur les mesures d'urgence, comme son nom le dit, peut certainement être appliquée en cas de crise, en cas d'urgence nationale, mais les individus sont mieux protégés parce que cette loi doit respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, elle ne donnerait pas au gouvernement carte blanche comme ce fut le cas pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, mieux contrôler quand même les impacts, les conséquences que ça peut avoir. On a une autre question de Steve qui demande in an emergency situation such as a war in present-day Canada, would a similar act be put in place by the government? Oui, donc ça dépend bien entendu des situations. On l'a vu avec la pandémie, il y a certaines mesures qui ont été utilisées. On n'a pas été jusqu'à maintenant, jusqu'à l'application de la loi sur les mesures d'urgence, mais donc, oui, cette mesure pourrait être utilisée en temps de guerre, en cas d'urgence nationale. Mais comme je le disais, ce n'est pas une mesure aussi drastique que l'a été la loi sur les mesures de guerre. Parfait. Et donc, Caitlin demande oh, un instant. OK. On a 2 questions qui se répètent. Donc, on va passer à la question de Marc qui demande pourquoi exactement le Canada a-t-il répondu à l'attaque de Pearl Harbor en internant et en déplaçant autant de Canadiens d'origine japonaise? Le gouvernement canadien a-t-il été contraint de le faire par le gouvernement américain? Il y a eu des discussions, bien entendu, entre les deux. Le
ils vont travailler ensemble pour protéger la côte ouest suivant l'attaque du Japon. Mais chacun des pays a adopté sa propre façon de faire à ce moment-là. Il y a vraiment beaucoup de pression sur le premier ministre Mackenzie King et son cabinet de la part des politiciens de Colombie-Britannique. Donc, ce n'est pas une situation qui est créée par Pearl Harbor. C'est sûr que ça amplifie la situation, mais il y avait déjà beaucoup de discrimination, de xénophobie, de racisme envers les Canadiens d'origine japonaise qui habitaient sur la côte ouest. Donc, c'est sûr que la peur, c'est sûr que même aussi les nouvelles de guerre à Hong Kong, donc la défaite du Canada à peu près au même moment, tout ça, ça vient nourrir ce racisme qui existe déjà. Mais donc, dans les deux pays, il y a des camps de relocalisation pour les individus d'origine japonaise et les deux pays mettent en place des mesures distinctes. Okay. On a une question de... Alors, Caitlin Bailey. Désolé, on avait sauté ta question parce qu'il y avait certaines parties qui étaient en commun avec une autre question. Mais Caitlin Bailey demande... Pourriez-vous parler de l'application de la loi sur la population russe après la révolution russe en 1917? En fait, oui, il y a eu une crainte du socialisme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, on craint le communisme. Donc, il y a eu quelques centaines de personnes qui ont été internées. Même après la révolution russe, il y a même certaines personnes qui sont déportées, mais donc en nombre moins important. Mais oui, il y a eu cette crainte-là des éléments socialistes au Canada, dans le domaine aussi du syndicalisme. Donc, il y a des gens qui sont placés dans des camps même jusqu'à la fin, après la fin de la Première Guerre mondiale, pendant un bon moment. On a maintenant une question de Barbara qui demande le gouvernement du Canada a-t-il interné des Ukrainiens parce qu'il savait qu'il serait plus facile à contrôler puisque leur population était plus petite que la population allemande au Canada, ou était-ce parce qu'ils avaient un statut social inférieur à celui des Allemands à l'époque? Effectivement, les préjugés à l'égard surtout des jeunes hommes d'origine austro-hongroise, ukrainienne, en âge de servir, sont déjà importants avant la guerre. Mais dans plusieurs cas, mes recherches ont permis de conclure que souvent, ils sont arrêtés parce qu'ils perdent leur emploi, parce qu'ils n'ont plus de source de revenus. Donc, les communautés, les municipalités ne savent pas quoi faire avec ces hommes-là. Donc, en temps de guerre, les camps d'internement, c'est une façon de les contrôler. Puis, c'est une façon aussi d'utiliser cette main-d'œuvre-là pour dans différents domaines, là, comme la coupe du bois, comme donc ça va, après qu'ils vont être sortis des camps surtout, là, ça va permettre, ils vont être amenés à contribuer à l'effort de guerre, là, mais toujours par libération conditionnelle. Donc, on les surveille encore, mais on leur fait suffisamment confiance pour qu'ils travaillent à l'industrie de guerre au pays. On a maintenant deux questions en anglais. Alors, on a Roberta Ann Kapelovich qui demande How did the War Measures Act mobilize and restrict civilian society for everyone? You spoke about this aspect of the law. However, perhaps you might elaborate.
Donc, c'est sûr que la loi sur les mesures de guerre a donné beaucoup de pouvoir autant au gouvernement du premier ministre Borden qu'au gouvernement pendant la Première Guerre mondiale qu'au gouvernement de Mackenzie King pendant la Seconde Guerre mondiale. Mackenzie King a été présent, il a vu ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, il a vu les difficultés auxquelles le premier ministre Borden a fait face, par exemple au niveau de l'économie, des salaires. Donc, il a voulu mettre en place tout ce dont il avait besoin pour avoir un meilleur contrôle de l'économie, un meilleur contrôle de la censure aussi. Et comme je le mentionnais, la loi sur les mesures de guerre est même utilisée à ce moment-là, dans certains cas, pour prendre possession des terres, pour l'agriculture de guerre, pour mettre en place des bases militaires. Donc, on va beaucoup plus loin que pendant la Première Guerre mondiale grâce à cette mesure et à d'autres mesures aussi. Là, je dois le mentionner, ce n'est pas la seule, mais elle est quand même tellement large qu'elle permet pratiquement au gouvernement de faire ce qu'il veut. All right, so now we have another question from Adele Torrance, who says, do we know how many people left Canada after they were freed from internment? Did these people also receive reparation payments? Si on parle des Canadiens d'origine japonaise qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y en a à peu près 4000 qui ont été déportés au Japon. En fait, on leur demandait de signer un document, mais ils étaient pratiquement forcés à partir parce qu'on ne leur permet pas à ce moment-là de retourner à leurs anciennes demeures. Donc, ceux qui restent doivent s'installer là, à d'autres, plus à l'intérieur des terres. Et ceux qui partent, souvent n'ont jamais été au Japon auparavant, là. Donc, ils retrouvent un pays qui a été détruit par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut qu'ils essaient de se refaire une vie, là. Donc, c'est vraiment une situation horrible pour ces gens-là. On a une question de Alex qui demande si la loi d'urgence devait être adoptée au Canada en raison de la COVID-19, comment est-ce que cela affecterait-il les Canadiens aujourd'hui? Très bonne question. Je pense qu'on a tenté jusqu'à maintenant de ne pas aller jusque-là, mais comme vous le savez tous, en temps de crise, il y a toujours une volonté de balancer jusqu'à un certain point les libertés civiles et la sécurité nationale. Donc, il y a toujours, la question se pose toujours, jusqu'à quel point les libertés individuelles ont préséance dans certains cas, jusqu'à quel point la sécurité nationale devrait être la priorité. Donc, je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont en place qui, jusqu'à un certain point, certains gens considèrent qu'ils briment leur liberté individuelle, comme le port du masque, par exemple, et autres mesures de la surveillance. Mais c'est toujours le défi en temps de crise, c'est jusqu'à quel point, qu'est-ce qui a préséance et comment on trouve un équilibre entre liberté individuelle, liberté civile et sécurité nationale. On a une autre question de Ian Loïc Doré. Comment la loi sur les mesures de guerre était-elle perçue par les autres pays durant les deux guerres mondiales? En fait, la majorité des belligérants, pour ne pas dire l'ensemble des belligérants, ont adopté leur propre version de la loi sur les mesures de guerre.
La loi sur les mesures de guerre canadienne, elle est influencée par la loi sur les mesures de guerre britannique qui a été adoptée au début d'août 1914. Par contre, la loi sur les mesures de guerre britannique, sa première version fait à peu près un paragraphe. Donc, quand O'Connor rédige la loi sur les mesures de guerre canadienne, il dit non, ce n'est pas suffisant. Vous allez voir, ils devront faire plein d'amendements à la loi sur les mesures de guerre britannique et c'est définitivement ce qui s'est passé. Elle va être amendée à tellement de reprises. Donc, c'est pour ça qu'O'Connor construit la loi sur les mesures canadiennes de façon aussi vaste parce qu'il ne veut pas avoir à amender cette loi à maintes et maintes reprises pendant la guerre. Donc, oui, il y a des lois sur les mesures de guerre. Tous les pays vont utiliser des mesures semblables ou différentes, là, mais de façon à gérer l'effort de guerre, de façon à assurer la défense de leur pays et de façon à assurer l'ordre public. Alors, la période de questions est maintenant terminée. Je prendrai ce temps pour remercier à nouveau Mélanie Morin-Pelletier pour ses réponses enrichissantes. Merci également à tous les participants à travers l'écran qui ont pris le temps de nous joindre aujourd'hui pour cette conversation. On remercie également nos partenaires du webinaire, le Musée canadien de la guerre et l'Office national du film du Canada. Au nom de tous, on espère que vous avez apprécié ce webinaire. Restez au courant, d'autres épisodes sont à suivre et on a hâte de vous les partager. Merci encore et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.